Bienvenue à tous dans la deuxième partie de Demain à la Une. Le 8 mars est célébrée chaque année la Journée internationale des droits des femmes. En France, un appel à mobilisation a été lancé sur le sujet des femmes dans le cadre de la réforme des retraites. L'ONU a annoncé de son côté comme thème pour l'édition de cette année « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette deuxième partie Fanny Benedetti, directrice exécutive ONU Femmes France. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et ma collègue de France 24, Laure Manin, qui est aussi la présentatrice de l'émission actuelle. Bonjour Laure. Bonjour Aziza. Merci de vous joindre à nous. Alors Laure, la question des inégalités dans le monde du travail est revenue récemment dans le débat public ici en France à l'occasion de la réforme des retraites. L'opposition et les syndicats justement appellent à une mobilisation le 8 mars, puisqu'on parle aujourd'hui d'un impact et d'inégalité en fait dans cette réforme qui serait en défaveur donc des femmes. Oui, d'ailleurs, les associations féministes vont aussi appeler à une grève des femmes particulièrement sur là. Effectivement, il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans cette réforme des retraites. D'abord, il y a plusieurs points qui ont été annoncés par Elisabeth Borne qui avaient l'air plutôt positifs en faveur des femmes. D'abord, la prise en compte du congé parental qui est pris dans la grande majorité des cas par les femmes. La prise en compte également des congés pour les aidants, c'est-à-dire ces personnes qui prennent des congés pour s'occuper d'un proche malade, handicapé et qui a besoin d'aide, là encore des femmes. Et puis revalorisation des petites pensions, là encore ce sont des femmes. Et puis en fait, une étude d'impact a prouvé que ça n'était pas du tout le cas et qu'en fait, les femmes étaient davantage impactées. D'abord parce que c'est le reflet des inégalités qu'il y a déjà dans la société, les inégalités de salaire qui restent, les salaires des femmes restent inférieurs de 15,8% à peu près à ceux des hommes. Il y a toujours ce plafond de verre, le travail gratuit, invisible au sein du foyer. Tout ça, c'est beaucoup du fait des femmes. Et donc, ça se répercute également sur cette réforme des retraites. Et puis, les études d'impact ont aussi montré qu'en repoussant de 62 à 64 ans l'âge de départ légal à la retraite, en fait, les femmes allaient devoir travailler quelques mois de plus encore que les hommes. Là où les hommes doivent travailler 5 mois de plus, pour les femmes, c'est 7 mois de plus. Et en fait, ça s'explique par le fait qu'en repoussant de 2 ans, en général, eh bien, ce qui se passe, c'est que les congés, les trimestres qui étaient accordés aux femmes pour les congés maternité pendant lesquels elles ne contribuent pas, elles ne cotisent pas pour les retraites, eh bien, ça se noie dans la masse et finalement, ça repousse d'autant le moment où elles accèdent à la retraite. Et puis, la revalorisation des toutes petites pensions, eh bien, effectivement, elle aura lieu, mais finalement, ça avait été vendu par le gouvernement pour 40 000 personnes. En fait, ce sera plutôt de 10 à 20 000 personnes. Et puis, les petites pensions, chez les femmes, elles restent quand même 40% inférieures à celles des hommes. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Alors, il y a beaucoup à faire et aussi dans le monde digital, Fanny, la Journée internationale des droits des femmes 2023, donc pour thème ce monde digital inclusif. Et puis alors, on a vu que dans le rapport Gros Plan sur l'égalité des sexes 2022, qui a été fait par l'ONU Femmes justement, on voit des chiffres incroyables sur les inégalités et surtout sur l'impact économique de l'exclusion des femmes du monde numérique. Oui, absolument. Donc, c'est le thème cette année de la Commission sur la condition des femmes qui se tient tous les ans pendant 2 semaines où l'ensemble des États membres des Nations Unies aborde un sujet particulier. Donc cette année, c'est celui-ci sur le digital. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit aussi pour en fait beaucoup d'autres sujets, y compris donc dans la vie professionnelle, le monde digital est peu accessible aux femmes, beaucoup moins en raison de nombreux facteurs sociaux, le coût simplement, l'accès financier au portable, même le coût des communications Internet, l'éducation, et puis les stéréotypes de genre qui pèsent sur ce secteur-là. Donc il y a des inégalités qui font que les femmes ont moins accès, beaucoup moins accès, et on mesure en effet dans une étude que nous avons citée, qui est extrêmement fouillée, qui a été faite en partenariat avec l'UIT, donc l'Union nationale des télécommunications, donc qui fait partie de l'écosystème onusien, que ça aurait un coût de plus de 1 000 milliards de dollars sur les pays à plus faible revenu, ce manque d'accès des femmes au monde du digital qui est notre monde à tous et à toutes. Absolument. Alors, justement, quand on parle du numérique, il y a aussi une autre problématique, c'est celle de la violence faite aux femmes. Et on le voit de plus en plus que ces violences sont très présentes, bien évidemment, dans le monde virtuel. Une étude portant sur 51 pays a révélé que 38% des femmes avaient personnellement été victimes de violences en ligne. C'est énorme. Oui, en effet, les cyberviolences sont un phénomène de plus, je dirais, qui empêche les femmes et les filles d'accéder pleinement à Internet.
et au digital, au monde du digital. Donc oui, ces violences, il y a même des chiffres au niveau européen pour les jeunes femmes qui font état de une femme sur 5 dans cette tranche d'âge. Donc la tranche d'âge, si je ne me trompe pas, des 18-24 ans. Donc on sait que les jeunes sont encore plus susceptibles d'être victimes de cyberviolence. Donc c'est un vrai fléau, effectivement. Les cyberviolences, excusez-moi, c'est quoi? C'est les appels au meurtre? C'est des harcèlement en ligne? Oui, c'est le harcèlement, c'est toutes les formes de violence. C'est le harcèlement sexuel, les menaces en ligne à connotation sexuelle. C'est tout ce qui vise davantage, malheureusement, les femmes sur Internet, parce qu'elles sont ciblées vraiment en priorité de cette façon-là. Elles ne sont pas les seules, mais c'est un véritable frein. Il y a même des associations en France avec lesquelles nous travaillons, comme Stop Ficha, qui a vu le jour pour essayer justement de prévenir, de faire de la prévention auprès des jeunes sur ce fléau-là. Mais c'est un véritable fléau. Il y a effectivement, si vous faites une enquête auprès des jeunes filles, elles ont toutes reçu des images qu'elles n'ont pas souhaité recevoir. Voilà, et elles sont continuellement harcelées sur les réseaux sociaux et leur image est utilisée contre leur gré, etc. Donc ça, c'est bien connu. Laure, justement, parce que quand on parle des inégalités là dans le monde digital, on va parler aussi de tout ce qui est ce qu'on appelle les STEAM, c'est tout ce qui est sciences, technologies, engineering, mathématiques, etc. Et là, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui des stéréotypes qui font peser sur les femmes ce qu'on appelle, ce que l'université de Harvard avait théorisé en parlant de l'identité négative, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire peser sur la personne qui va l'intégrer au bout d'un moment et du coup impacter sa vraie vie, en fait. Et je pense que vous avez un exemple là-dessus. Oui, absolument. Il y a effectivement beaucoup moins de femmes en sciences en général. C'est vrai dans l'informatique, mais c'est vrai dans toutes les sciences en général. Et ça se voit dès le collège et le lycée. Et ça a été démontré que c'est notamment par les préjugés de genre, l'idée que les femmes ne sont pas faites pour faire des sciences, qu'elles sont mieux dans la littérature, etc. Ça a un biais sur la façon dont le corps enseignant s'adresse aux étudiants, aux étudiantes, en leur faisant passer de manière plus ou moins subtile qu'en fait, les femmes sont moins bonnes. Et en fait, ça a été montré par une étude en psychologie sociale absolument révélatrice. En fait, ce sont vraiment les biais qui pèsent sur les femmes dans les sciences. Vous prenez la figure de Ray Osteriet, qui est une figure géométrique assez complexe, que vous regardez, vous pouvez la voir. Et cette figure, il faut la regarder quelques instants, la mémoriser et ensuite la reproduire. Et il y a une étude qui a été faite par la chercheuse Isabelle Régnier qui montre qu'à un groupe témoin, elle expliquait que c'était un test de dessin et là, les filles surperformaient, et un autre groupe témoin, c'était un test de géométrie. Là, les garçons surperformaient, alors qu'il s'agit exactement de la même figure dans les deux cas. Et donc, ça montre qu'en fait, il y a un poids qui pèse sur les filles qui leur fait comprendre qu'elles n'ont pas le droit, d'une certaine manière, de réussir dans les matières. Oui, absolument. On a des études qui montrent exactement ce que vous illustrez avec ce dessin, que les filles, dès l'âge de 7 ans, ont intégré qu'elles étaient moins compétentes pour résoudre des problèmes très complexes que les garçons. Ouais. Donc c'est effectivement des stéréotypes dès le plus jeune âge, vraiment, où on a calculé justement que l'entrée dans la scolarité formelle, nous on commence plutôt en maternelle, la scolarité formelle, mais dès 6 ans, 7 ans... Il y a des stéréotypes effectivement qui peuvent impacter la vie par la suite, puisqu'il y a cette identité négative qui est du coup intégrée. Laure, je voudrais passer à un autre sujet qui est la guerre. On le voit avec la guerre en Ukraine et on parle beaucoup aujourd'hui du viol comme arme de guerre contre les femmes, qui fait encore peser plus d'impact encore dans les zones de conflit sur les femmes. Effectivement, alors déjà quand il y a la guerre, ce sont généralement les femmes et les filles qui sont les premières victimes, et bien sûr les droits qui leur sont attachés. Sur les viols, en Ukraine pour l'instant, il y a déjà des enquêtes qui sont menées par le bureau du procureur en Ukraine sur le terrain, même dans les zones où il y a eu des combats très récemment. Et l'objectif, c'est de déterminer si ces viols qui ont lieu donc sur des femmes, mais aussi des hommes, des personnes âgées, des enfants, personne n'est exclu de cette torture, si ces viols ont été autorisé, voire demandé, ordonné par la hiérarchie, les troupes du Kremlin
par le Kremlin ou par la hiérarchie dans les troupes armées, ou bien si c'est le fait de soldats qui agissent comme de la soldatesque et qui se servent, entre guillemets, directement, qui prennent leur tribut sur la population locale. L'objectif, c'est de déterminer, parce que si ce sont des crimes qui sont menés par des individus qui agissent de leur propre chef, ce sont ce qu'on appelle des crimes de guerre. En revanche, si c'est déterminé, ordonné, dirigé, alors dans ce cas-là, ça passe dans la catégorie crime contre l'humanité, voire génocide. Il y a un témoignage qu'on a eu de Marine Courtade, qui est une journaliste qui est allée enquêter sur le terrain avec Ilione Schulz, qui en ont rapporté un témoignage bouleversant, enfin des témoignages bouleversants, notamment cet homme qui a été violé pendant 8 heures par 8 hommes, et l'un de ces hommes... Ces agresseurs avaient dit à cet homme, comme ça tu ne pourras plus avoir d'enfants. Sous-entendu, en fait, l'objectif, c'est on va tellement te dégoûter des rapports sexuels que tu ne pourras plus jamais en avoir et donc te reproduire. Donc il n'y aura plus d'enfants ukrainiens. Alors, l'intérêt de faire cette enquête tout de suite, c'est de éventuellement mettre la main sur des preuves qu'on a sur les corps. Déjà, quand les personnes sont victimes, les traces ne restent que quelques jours. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on peut mettre la main sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les téléphones portables des soldats qui parfois se filment pendant ces exactions. Et puis parfois, on a même ces soldats qui sont dans des geôles ukrainiennes en ce moment. Donc, on aurait potentiellement les coupables sous la main pour les juger rapidement. Très bien. On n'a plus malheureusement plus le temps, mais je voulais à ce moment-là juste rappeler que le Conseil de sécurité a adopté une résolution, la résolution 1325 en 2000, sur les femmes comme agents qui peuvent apporter aussi, qui peuvent participer à la paix, l'établissement de la paix, et ne soient pas uniquement victimes justement dans ces conflits. Merci beaucoup Fanny Benedetti d'avoir été avec nous, et merci Laure Manin de toutes ces explications. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine.